Je laisse vous installer comme vous voulez, sans protocole particulier. Je vais s'installer sur ce fauteuil. S'il vous plaît. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette salle plénière pour ce rendez-vous exceptionnel avec nos deux invités. 30 minutes à partager avec Emmanuel Kiva et avec Bruno Bonnell. Emmanuel Kiva, vous êtes un peu chez vous ici parce que vous êtes à l'origine de ce forum Innovation Défense avec vos équipes de l'AID il y a quelques années. Ah oui, mais aujourd'hui, c'est l'AID qui a organisé. Patrick Offort, le directeur de l'AID, l'avait dit hier, ce n'est pas le forum de l'Agence de l'innovation de défense, c'est bien le forum de l'innovation du ministère des Armées. Et donc on est à la fois chez nous, mais on est au sein du ministère des Armées, parmi les forces. Et donc c'est un très bon moment. Et on vous reçoit évidemment aujourd'hui en tant que délégué général pour l'armement. Bonjour Bruno Bonnell. Bonjour. Secrétaire. Bonjour. Bonjour, secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030. 3 questions en symétrie pour vous deux pendant ces 30 minutes. On va vous entendre. La première, elle est peut-être pour vous, monsieur le délégué, la nature de la coopération entre France 2030 et la DGA. Comment elle s'écrit et quelle est-elle? On s'ignore complètement. Non, je plaisante évidemment depuis le début de France 2030 et je suis absolument ravi d'accueillir et de travailler avec Bruno. Eh bien, cette coopération s'est instaurée, je pense, de manière assez naturelle. Je me souviens bien qu'au tout début, on nous avait dit finalement, il y a peut-être que quelques thématiques qui intéressent le ministère des Armées et ensemble on s'est rendu compte que l'intégralité des thématiques de France 2030 intéresse. Donc je dirais que c'est une coopération qui est à la fois étroite, très clairement, qui est aussi également très active, puisque d'abord le déploiement de France 2030 est aujourd'hui une réalité et nous permet d'identifier un certain nombre de sociétés qui sont duales d'intérêt, des projets d'intérêt défense, j'y reviens dans un instant, mais il faut savoir également que nous sommes opérateurs également. Nous avons une délégation de gestion de crédit qui nous est donnée par France 2030 dans 3 domaines, que sont l'espace, les grands fonds marins et le quantique. Je pense qu'on va en reparler. Et qu'est-ce qu'on fait? Finalement, ça nous permet de jouer là aussi un rôle d'opérateur de contractualisation. Alors il faut savoir que c'est quand même une activité assez spécifique d'être capable de passer des contrats et des projets pour le compte d'autres. Et donc là, c'est tout le savoir-faire de la DGA qui est mis au service de France 2030. Ça permet aussi pour certaines sociétés de disposer d'un certain nombre de protections. Alors évidemment, on ne veut pas les enfermer. Ce n'est pas parce qu'on touche une société que du jour au lendemain, elle ne pourra rien faire. Mais néanmoins, c'est-à-dire que pour quelques entreprises ou sociétés critiques, ça tombe sous le régime de protection, par exemple, des investissements étrangers en France, ce qui évite, évidemment c'est fait en concertation avec les sociétés, mais ce qui nous permet d'éviter tous les risques, j'allais dire, de prédation. Et puis enfin, ça nous permet d'intervenir sans avoir une intervention directe en soutien de projets directs à l'innovation, mais en permettant de compter sur la société civile, sur les technologies duales et de nous consacrer, nous, DGA et Agence Innovation de Défense, uniquement sur la militarisation et les spécificités militaires des technologies que nous permettons de développer ensemble. Monsieur Bonnell, la même question sur cette collaboration entre France 2030 et la DGA? Eh bien, bonjour mesdames et messieurs. Il y a des mariages de raison et des mariages de passion. Là, c'est les deux. Passion parce que passion de l'innovation, passion parce que dans le domaine du civil ou dans le domaine du militaire, on voit bien que ce progrès, il est au service de la qualité et de la sécurité de la vie. Et puis raison parce que finalement, c'est une optimisation à la fois des moyens, des talents, d'une façon générale de la mobilisation des cerveaux et surtout aussi de l'attention et de la veille. Donc pourquoi SGPI, DGA finalement, effectivement, Emmanuel Kiva l'a très bien dit. Au début, on s'était dit, bon, il y a quelques événements. Moi, j'ai pris mon poste le 2 février 2022. Je peux vous dire que 3 semaines après l'avoir pris, j'ai réuni mes cadres et je leur ai dit, vous savez, tout ce que je vous ai dit depuis 3 semaines, vous l'oubliez, on change de braquet. Parce que le monde vient de changer.
Et le monde a changé à ce moment-là, et je pense que la prise de conscience de nos concitoyens que la dimension sécurité, la dimension défense revient dans le jeu sociétal d'une façon très forte, nécessite que tous les moyens d'innovation qu'on y mette, par le SGPI, 54 milliards au service de l'innovation dans de nombreux domaines, ne peut pas l'ignorer. Et donc, avec la DGA, on a trouvé un partenaire qui est d'abord d'une expertise redoutable, deuxièmement, qui a des, ouvrez les guillemets, malheureusement, on va appeler ça en termes de marché, mais ce ne sont pas des marchés, mais qui a des secteurs sur lesquels ils ont une expertise absolue, et puis qui donne, pardon de le dire comme ça, parce que c'est quand même dans l'environnement militaire, une vraie discipline à l'innovation. Et cette discipline, on en a besoin. On a besoin pour la concentrer. Donc c'est pour ça que je disais un mariage de passion, passion de ce progrès, et de raison, parce que on fait partie de ce nécessaire collaboration maintenant dans une vision de société qui intègre cette notion civile qui peut être généreuse, qui parfois même va jusqu'à la naïveté, et on a besoin pour créer de cette naïveté, et puis cette rigueur de dire il faut qu'on protège nos valeurs, et quoi de mieux que la DGA pour le faire. Si vous me permettez, Bien juste sûr. tu parles de mariage, de passion, il y a même une garde partagée, puisque nous avons un ingénieur en chef de l'armement qui s'appelle Massis Serapian, qui est au premier rang, j'allais pas louper ça, et qui est inséré au sein de l'équipe de direction de France 2030. Oui, il est complètement infiltré, hein, je le sais. Et merci pour la pédagogie sur la dualité, pour celles et ceux qui ne savaient pas exactement ce qu'est la dualité. Vous en avez fait une très très belle définition. Pourquoi ces trois domaines particuliers, ces trois domaines de travail? Les fonds marins, le quantique et évidemment l'espace. Tu veux commencer, Guillaume ? Alors, moi, j'ai commencé la journée en faisant une petite allocution, justement en parlant du contexte géostratégique. L'espace et les fonds marins, ce sont de nouveaux champs de conflictualité, de nouveaux domaines de conflictualité. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, ce n'est pas une guerre uniquement navale ou terrestre ou aérienne, mais on se bat aussi dans l'espace. Vous allez pouvoir d'ailleurs aller sur le stand du GIFAS, vous verrez tout ce qui peut se passer dans l'espace, et également sous les mers. Et vous vous souvenez du gazoduc. Donc ça nécessite de repenser la manière dont on s'adresse à ces domaines, qui sont des domaines par essence du haut. Et donc ça veut dire que nous aussi, au ministère des Armées, on peut avoir intérêt à acheter par exemple des services, à s'intéresser évidemment au New Space pour alimenter nos projets. Je pense au projet Artemis, je pense au projet SAIM, qui sont des projets pour l'un d'intelligence artificielle, pour l'autre d'analyse d'images, et sur lesquels on voit bien que l'évolution très très rapide qui est accélérée par la stratégie France 2030 nous permettra d'accéder à de nouvelles fonctionnalités. Même chose sur le fond des mers, nous devons nous intéresser à protéger nos actifs dans les grands fonds marins. Grands fonds marins, c'est au-delà de 6000 mètres, on va dire. Il n'y a pas d'intérêt pour nous de développer directement un objet militaire hyper spécialisé. Il y a davantage d'intérêt à encourager, parce que c'est un domaine qui intéresse tout le monde, au développement de sous-marins permettant d'aller dans les grands fonds, par exemple pour la maintenance des câbles permettant d'interconnecter les différents continents en termes d'Internet, et que nous nous concentrions sur les caractéristiques militaires supplémentaires, mais en ayant de cette manière-là un objet souverain. Parce que sinon, on va acheter ça norvégien ou aux autres. Donc ça, c'est les deux premiers domaines qui nous semblent essentiels. Et puis il y a un domaine qui est d'abord qui m'intéresse particulièrement, qui est le domaine du quantique, que je considère comme étant une véritable rupture. Il y aura véritablement un avant et un après le quantique. Dans la loi de programmation militaire, vous savez, c'est 413 milliards d'euros. Il y a 150 millions d'euros qui sont consacrés à la stratégie quantique militaire, mais nous nous inscrivons dans la stratégie nationale d'accélération du domaine quantique. Le quantique militaire, c'est du très particulier. C'est par exemple les capteurs quantiques qui vous permettent de vous localiser n'importe où sur la surface du globe, y compris sous les mers d'ailleurs, sans avoir besoin de connexion d'aucune sorte. Donc par exemple, on a un système navalisé qui s'appelle Girafe de mer. C'est pas moi qui choisis les acronymes. Pour nous permettre de faire ça. Il y a une cellule dans la DGA qui fait des acronymes, ils font ça très bien. Mais donc ça signifie que nous allons nous concentrer à la cryptographie post-quantique. Ça, c'est l'intérêt militaire aussi. Les capteurs quantiques, peut-être dans une certaine mesure les communications, mais il y a un domaine sur lequel il nous semble que le civil et la stratégie nationale qui est portée par France 2030 ira plus vite, c'est l'ordinateur quantique. Et l'ordinateur quantique parfait, l'ordinateur quantique universel, eh bien nous allons aujourd'hui engager un partenariat d'innovation que nous opérons pour le compte de France 2030 qui s'appelle Proxima
Et Proxima, c'est quoi? C'est développer en moins de 10 ans un ordinateur quantique universel. Généralement, quand je dis ça, on me dit « mais vous n'avez aucune chance de le faire parce que Google, etc. » En fait, quand on regarde, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre nos meilleures sociétés dans le domaine du quantique qui sont capables de se fonder sur différentes technologies dont on ne sait pas qui gagnera en premier. Et puis on va raffiner, c'est-à-dire qu'on va injecter sur la totalité du programme, c'est sous ta correction à peu près 400 millions d'euros, qui nous permettront de, in fine, ne retenir que l'acteur qui aura le plus de chances de développer cet ordinateur quantique. Et quand je disais on n'a qu'une chance par rapport à Google, on a quand même pas mal d'atouts. D'abord, le quantique, c'est des maths. Et je rappelle que la France, c'est une des championnes en termes de médailles Fields. Donc des maths, on sait faire. Et c'est vrai que Google, c'est immense. Mais si on regarde à l'intérieur de Google, les équipes qui travaillent spécifiquement sur l'ordinateur quantique, ils sont 150. C'est-à-dire la taille des PME que nous allons encourager dans le cadre de cette stratégie d'accélération. Donc Proxima, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui va nous permettre ensemble de développer quelque chose qui ira forcément plus vite s'il est développé par le civil et qui, encore une fois, sera adapté en fonction des caractéristiques militaires que nous souhaiterons mettre en place. Bruno Bonnel, sur l'enjeu de l'ordinateur quantique? Oui, même au-delà, vous avez commencé par dire pourquoi on avait choisi 3 secteurs. Je vais revenir sur le quantique, mais chez nous, ces 3 secteurs sont regroupés dans ce qu'on appelle nouvelles frontières. Pourquoi nouvelles frontières? Parce qu'on estime que ce sont des nouvelles frontières scientifiques. Effectivement, tout ce qui concerne l'espace, tant de proximité que l'espace lointain, est une source à la fois de recherche fondamentale, également d'appétence et de donner envie aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs d'aller vers des métiers scientifiques parce qu'on se dit c'est vraiment la prochaine limite. Les fonds marins, c'est la même chose. Le président de la République a été clair. Il a dit dans le civil, les fonds marins, c'est l'exploration et pas l'exploitation. Donc on investit aujourd'hui beaucoup à l'exploration. Donc ça veut dire qu'on développe on soutient des entreprises qui développent des engins divers et variés pour aller comprendre ce qui se passe. L'essence de France 2030, c'est mieux comprendre, mieux produire pour mieux vivre. Et en fait, il faut qu'on comprenne ce qui se passe au fond des mers. Et du coup, effectivement, la collaboration, elle est logique, puisque si on comprend mieux et si on peut atteindre ces profondeurs, effectivement, la défense de ces nouvelles frontières paraît logique. Et on doit avoir une réflexion par rapport à ça. Donc on n'a pas choisi ces secteurs en disant, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait choisir de sympathique? On s'est dit, il y a une cohérence dans le plan. Alors j'en viens sur le quantique. Le quantique, je ne peux pas être plus d'accord avec Emmanuel qui va de dire il y aura un avant, un après. Il y a eu la révolution numérique. La révolution numérique est à base d'électronique, de l'électron. Là, on est dans une dimension de la matière qu'on comprend d'ailleurs, j'allais dire, le commun des mortels est incapable de comprendre pourquoi on est là et on n'est pas là au même moment, est incapable de comprendre finalement une espèce de nuance par rapport à la binarité qu'on avait avant, hein, le 0 et le 1. Maintenant, on a entre le 0 et le 1 plein de nuances que peut gérer un ordinateur quantique. Ça va révolutionner beaucoup de choses. Dans le domaine du civil, ça révolutionne déjà sur le plan de la vitesse de calcul. Également, ça révolutionne dans la consommation d'énergie par calcul. Donc il y a un impact environnemental qui est majeur. Vous avez tous entendu parler des centres serveurs qui coûtent énormément à la planète parce qu'elles consomment énormément d'énergie. Donc on a économie d'énergie, rapidité de calcul. Et bien évidemment, une des conséquences, c'est que toutes les clés de protection, toutes les clés de cybersécurité qu'on a aujourd'hui sont déverrouillables. Hein, c'est l'invention du chalumeau à l'époque où les coffres-forts avaient juste une clé. C'est-à-dire que le chalumeau de cybersécurité est là, c'est le quantique. Donc il y a aussi là une frontière de défense à avoir. Et donc, par contre, c'est la même technologie à la base. C'est là où ça relie la dualité, le civil et le militaire. C'est la même technologie. Ça veut dire que développer un ordinateur quantique pour faire plus de recherche, pour faire du bien à la planète, pour trouver des nouveaux calculs et repousser des frontières de la science, ben c'est aussi pour la cybersécurité, pour ce qui vient d'être dit des télécommunications de nos nouvelles générations et finalement pour une meilleure protection globale de nos concitoyens. Je rajoute enfin que ces nouvelles frontières, il y a un vrai enjeu de souveraineté globale. Et la souveraineté, c'est à la fois la souveraineté de notre territoire, défendu par nos forces armées, c'est aussi la souveraineté de notre capacité scientifique à être des leaders, à démontrer. Et si on peut le démontrer
à travers également des applications qui soient militaires, on est ravis parce que ça nous permet justement que beaucoup plus rapidement généralement que dans des domaines du civil, on arrive à passer de la commande, on arrive à passer du projet au produit et donc à montrer que concrètement ça change la vie. Voilà pourquoi ces 3 domaines. Je vais rebondir juste sur quand tu disais que personne n'arrive à le comprendre. Je rappelle que Richard Feynman, qui est quand même à l'origine de la physique quantique, disait que l'esprit humain n'est pas fait pour comprendre le quantique. Donc déjà, s'il le disait lui-même, vous imaginez. Mais c'est effectivement une vraie révolution. Je rebondis simplement sur ce que tu disais en termes de décryptage, parce que je sais qu'il y a sans doute des spécialistes dans la salle qui vont nous dire oui, mais l'ordinateur quantique, il n'est pas capable de tout décrypter, et en fonction du type d'algorithme, symétrique ou non de crypto, on va avoir plus ou moins d'efficacité, et les communications militaires et certaines communications liées à la dissuasion ne sont pas sensibles au quantique. Certes, mais si vous voulez mettre un pays par terre, vous craquez son système, son système bancaire, vous craquez son système de santé, vous craquez son système de transport, et c'est ce que nous on appelle la guerre hybride, c'est-à-dire que ce ne sont pas des menaces directement ciblées contre du militaire, mais qui vont contribuer à la déstabilisation d'un pays. Et en ce sens, c'est vraiment important, à la fois qu'on travaille sur le glaive et le bouclier, l'ordinateur quantique lui-même, et puis la cryptographie post-quantique. Alors ça tombe bien, c'est pas du quantique, c'est des maths. Mais la cryptographie post-quantique, c'est comment faire des algorithmes bancaires, de chiffrement des données personnelles, qui ne soient pas sensibles au décryptage par un ordinateur quantique. Et aujourd'hui, nos amis chinois, par exemple, ils ont une stratégie qui s'appelle Store Now, Decrypt Later. C'est-à-dire qu'ils aspirent tout, et puis le jour où et c'est assumé, et le jour où ils ont un ordinateur quantique, ils verront tout ce qu'ils peuvent décrypter. Et parmi tout ce qu'ils peuvent décrypter, il y a peut-être votre historique, vos biodata, etc. C'est pour ça que c'est très important de ne pas être déclassé. Et c'est pour ça qu'avec les moyens de France 2030, la puissance de feu, si j'ose dire, c'est une métaphore militaire, la puissance de feu de France 2030 et cette stratégie qui implique des startups qui sont assez innovantes, voire très innovantes. Moi, je suis quand même extrêmement surpris, dans le bon sens du terme, du niveau d'excellence technique de nos champions du quantique en France, qu'il s'agisse, je ne vais pas les citer parce que si j'en cite et que j'en oublie, voilà. Mais je peux citer par exemple les 2 sociétés dans lesquelles le ministère des Armées a investi, c'est-à-dire a carrément injecté des fonds, que sont Pascal et Candela, les 2 avec des Q, Pascal avec un Q et Candela Q, qui sont extrêmement innovantes et qui sont à l'état de l'art aujourd'hui. Donc voilà, en couplant nos stratégies et nos forces, ça nous permet d'espérer via Proxima d'avoir cet ordinateur quantique universel en moins de 10 ans. Et voilà pourquoi c'est essentiel à la fois pour la société civile et aussi pour le ministère des Armées. Merci pour ces explications sur ces 3 domaines. Comment faire émerger de nouveaux acteurs? On a envie de vous entendre sur cette question-là. Comment votre coopération va accélérer, créer un effet de levier? Certainement aussi. L'émergence, par définition, c'est éphémère. Donc il faut l'avoir au bon moment. Une innovation à quelques mois près n'en est plus une. Il faut déjà avoir ça dans la tête. On a une espèce d'accélération actuellement qui est d'ailleurs une frénésie que nos concitoyens vivent souvent comme presque une anxiété. Donc il faut bien être conscient que dans cette course internationale à l'innovation, des chercheurs de talent, il y en a tout autour de la planète, et qu'il faut qu'on arrive vraiment en France à démontrer qu'on est capable de monter sur les podiums. C'est une course véritablement olympique. Donc je précise ça parce qu'on n'a pas souvent conscience, on se dit, bon, on peut adopter des méthodes un peu traditionnelles, et puis ça va fonctionner. Donc là, il faut surtout qu'on mette beaucoup de force en présence. Et là, entre SGPI, DGA et l'AID, on cherche déjà à être assez agnostique sur la finalité des innovations qui nous sont proposées. En clair, nous, on ne s'interdit pas de regarder des gens qui regardent de la défense, et l'AID ne s'interdit pas de regarder des gens qui regardent du civil. Et là, le côté transfert de l'information est critique. Donc là, on a clairement, il a été cité, Massis Sirapian, qui est ici, qui était dans l'équipe de l'AID, qui nous a rejoints, qui travaille d'une façon permanente avec les équipes DGA et AID. Et à l'inverse, il y a Patrick Aufort qui fait le même transfert de l'autre côté. Donc je crois que là, la collaboration, elle est intime, elle est complice, et ça, c'est fondamental. Et la deuxième chose que je voulais dire là-dessus, c'est que
il faut aussi encourager, et il y a eu pendant une quarantaine d'années une illusion en France qu'il y avait d'un côté les gens qui s'occupaient de technologies avancées pour le militaire, puis de l'autre côté les gens sympas qui faisaient de l'innovation civile et que celle-là était créditée de qualité. En clair, il y avait une innovation de mort et une innovation de vie. Je dis volontairement ça comme ça parce que c'est la brutalité avec laquelle beaucoup de jeunes chercheurs renoncent parfois à rejoindre des équipes d'innovation en disant bah non, mais tu comprends, moi, je ne veux pas travailler pour les missiles parce que les missiles, ça fait du mal. Et moi, je leur réponds, vous savez, la propulsion d'un missile, ça va aussi nous permettre d'envoyer des satellites dans l'atmosphère qui vont permettre de regarder la planète et vérifier là où il y a de l'eau, là où il n'y a pas d'eau, là où il y a des populations en migration, en souffrance, etc. Donc le rééquilibrage malheureux que nous avons eu par rapport au phénomène ukrainien et russo-ukrainien, ce rééquilibrage doit aussi nous ouvrir les chakras sur le fait que cette émergence, elle doit être regardée d'une façon totalement transversale et certainement pas en arbitrage d'une bonne et d'une mauvaise innovation. Après, il s'agit soit des gouvernements, soit des directeurs généraux de l'armement ou du SGB de décider de l'éthique derrière ça, mais c'est un autre levier. Pour le moment, le côté blue sky de l'innovation, il est critique. Et comme je disais tout à l'heure, ce sont un peu des fumerolles qu'il faut choper ou des papillons qu'il faut attraper dans un champ avec des filets à papillons qui sont bien percés. Donc quand on est deux, on a plus de chances d'en ramener. Parce que sinon, ils s'envolent. Voilà. Comment vous allez, chacun ou chacune, entre le secrétariat général et la délégation pour l'armement, comment vous allez faire en sorte que ces nouveaux acteurs émergent, chacun de votre côté, et ensemble aussi, évidemment? Alors, effectivement, donc je souscris 100% à ce qu'a dit Bruno, sachant que nous avons deux difficultés. Les détecter, et la détection des acteurs émergents qui ne sont pas au courant. Alors je parle du côté ministère des Armées, que leur innovation peut être intéressante pour la défense. Ça ne se fait pas comme ça. Et ça a été tout le travail de l'Agence de l'innovation de défense que de mettre en place un certain nombre d'outils permettant de détecter, effectivement, si c'était aux premières loges là-dessus, de détecter, de capter des sociétés qui n'avaient même pas idée qu'elles pouvaient travailler pour la défense. Et d'ailleurs, on a été ça surpris parce qu'il y en a assez peu qui nous ont dit « ça ne nous intéresse pas, c'est le mal ». Peut-être que le changement du contexte géostratégique y est pour quelque chose, mais je pense aussi, parce que c'est une question qu'on nous pose toujours, c'est est-ce que c'est le civil qui tire le militaire ou le militaire qui tire le civil? C'est véritablement les deux. Très clairement, quand on tire un missile M51.3 comme l'on l'a fait la semaine dernière, ce sont des technologies qui vont irriguer l'ensemble des innovations civiles, l'ensemble du secteur civil. Et oui, c'est la dissuasion nucléaire, mais la dissuasion nucléaire, elle nous a permis de faire émerger la propulsion nucléaire, les centrales, les petits réacteurs modulaires, etc. Donc, il faut détecter. Il faut aussi permettre aux gens de venir vers nous. Parce que là aussi, si je vous mets l'organigramme du ministère des Armées, vous avez du mal à trouver un point de contact. Et donc c'était cette volonté-là qui nous a amené à mettre en place un guichet unique. Et ce guichet unique que l'on travaille ensemble, parce que tout ce que je dis là, c'est le fait de croiser nos méthodes, finalement. Croiser des méthodes de détection, croiser des méthodes de captation dans le bon sens du terme. Et puis derrière, être capable, pour les innovateurs, de leur proposer un guichet où dit, voilà, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et ce qui est important, c'est de leur répondre et de leur répondre vite. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est en place. Je ne vais pas faire de sondage parmi les entreprises qui sont dans la salle, mais sachez que si vous voulez envoyer un projet à l'AID, vous avez un guichet unique qui vous permet de le faire et où il y a un humain derrière. Où derrière, on s'engage à vous rappeler et à vous dire oui ou non, ça nous intéresse, mais pas à vous balader. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ne pas oublier que dans la base industrielle et technologique des défenses, il y a certes les 13 grands donneurs d'ordre, les MBDA, les Thales, les Nexter, certains qui sont excessivement militaires, d'autres qui sont plus généralistes. Thales ne fait pas que du militaire, mais il y a aussi 4000 PME derrière. C'est fini, oui. 4000 PME derrière, ces 4000 PME étant dans tous les domaines, avec beaucoup de PME qui intersectent nos deux domaines. Et pour ça, on a des outils aussi, des outils qui sont complémentaires. Alors, il y a le financement de projets, on en a parlé, il y a les stratégies nationales de France 2030, et nous avons, sachez-le, 2 fonds d'investissement qui nous permettent justement de consolider l'émergence de ces acteurs, mais nous n'investissons pas lorsque les startups sont trop jeunes, pour éviter tout phénomène d'arsenalisation.
Parce que quand même, travailler pour la dissuasion et les militaires, pour certaines boîtes, c'est tellement sexy qu'ils font plus que ça. Et derrière, on est un acteur on est un client qui est très difficile, parce que pour nous, le cycle n'est pas le même que celui des startups, parce que les temps sont longs, parce qu'il y a des contraintes à l'export, parce qu'on peut changer d'avis, confère les sous-marins australiens. Excusez-moi, j'ai toujours du mal à le dire. Donc, finalement, il faut que les sociétés soient confortées sur un marché dual qui leur permet de se projeter dans un avenir qui ne dépend pas de la défense, tout en faisant en sorte que nous y trouvions tous nos intérêts. Et donc on a ces deux fonds d'investissement, l'un de 200 millions pour l'instant, l'autre de 100 millions d'euros qui sont là pour financer des entreprises soit critiques, soit innovantes de la BITD. Même question pour vous, Monsieur Bonnel, côté secrétariat général. C'est la chasse et la pêche. Hein, la pêche, c'est proposer des projets, proposer à travers nos appels à projets pour que les entreprises se mobilisent. Donc elles sont sur france2030.gouv.fr. Et là, je pense qu'il faut avoir une ouverture d'esprit intéressante en disant comment je m'insère dans ces briques technologiques. C'est important. Donc ça, c'est la partie je pars à la pêche. Et la chasse, c'est travailler ensemble, mais pas que, mais travailler aussi avec les territoires, par exemple, à travailler avec les collectivités territoriales, à repérer des entreprises sur lesquelles on dit est-ce qu'il n'y a pas chez vous quelque chose qui mériterait d'être accéléré, d'être repéré. Et vous savez, ça va peut-être vous paraître surprenant, mais l'humilité de l'entreprise en moyenne, même s'ils sont très fiers des produits qu'ils font, ils ont une très grosse humilité. Finalement, moi j'ai été 40 ans chef d'entreprise, je le dis souvent, j'ai jamais demandé aucune subvention. Pour moi, ce n'était pas spontané. Et pourtant, j'aurais dû, parce qu'il y a des technologies que je développais à l'époque, qui, avec un coup de rein, auraient été beaucoup plus accélérées, auraient été beaucoup plus vite. Et dans je en parlais tout à l'heure, dans cette frénésie d'innovation qu'on a aujourd'hui, ce qu'il ne faudrait pas, c'est avoir des fleurs qui fanent trop vite. Donc on a besoin aussi, c'est pour ça que je dis, il y a la chasse et la pêche, il faut aussi convaincre certains chefs d'entreprise que ça vaut le coup de rajouter des moyens pour qu'ils rajoutent une équipe, alors que de la tendance pourrait être de dire, écoutez, moi j'ai déjà géré 20 mecs, je suis désolé mais c'est beaucoup, j'ai mes marchés. Oui mais là vous avez vraiment un truc qui pourrait aussi servir à... Ah bon, ça pourrait aussi servir à ça? Oui, ben... D'accord. J'ai rencontré récemment une société pharmaceutique qui développe des médicaments pour des applications très très particulières de maladies de la thyroïde et qui dans la discussion découvre qu'elle pourrait avoir des applications notamment de protection en cas d'agression nucléaire, bombe sale, etc. etc. Ben, c'est le genre de gens, ils n'avaient jamais eu l'idée de dire, bah, tiens, on pourrait prendre contact avec le ministère des Armées pour pouvoir s'ouvrir. Donc il y a des innovations qui viennent un peu de partout, et c'est là que j'appelle la partie chasse, donc pêche et chasse, et tout ça sans a priori et toujours en respectant la nature, hein, n'oublions pas. Puisqu'on est sur les territoires, tout ça contribue évidemment à la réindustrialisation de notre pays, de nos territoires. Alors, évidemment, et d'autant plus que j'allais dire que c'est couplé avec une autre exigence qui nous avait été fixée par le président de la République à Eurosatory en 2022, qui est l'effort d'économie dite de guerre. Alors, l'économie de guerre, ça ne veut pas dire qu'on est en guerre. Hein. L'économie de guerre, c'est de dire qu'il faut revisiter notre modèle industriel. Moi, j'étais traumatisé quand même il y a quelques années, ça date pas d'hier, mais quand un célèbre patron d'Alcatel avait vanté une France sans usine et sans R&D. Parce qu'on va tout faire ça à l'étranger. On va faire tout ça à l'étranger. Et on se rend bien compte aujourd'hui qu'on a des difficultés. Qu'est-ce qui se passerait si on devait accélérer ? Alors c'est intéressant pour le domaine de la défense, mais c'est aussi intéressant pour le domaine civil d'avoir un outil productif qui soit au niveau. Et un outil productif au niveau, c'est un outil productif qui n'a pas trop de dépendance à l'étranger, qui est capable d'accélérer le plus rapidement possible, qui va réduire là aussi ces process, qui va augmenter la rapidité de ces process de production. Je finirai en disant simplement, parce que je vois le temps qui s'écoule, vous vous souvenez, il y a quelques années, production, c'était un gros mot. On parlait que de recherche et développement. Et je pense qu'aujourd'hui, on réapprend et en couplant nos forces, on fait en sorte que la production redevienne également au centre du débat. Bruno Bonnel. En conclusion, je dirais que justement, toute la sémantique de l'innovation a changé. Notamment avec, j'aurais, pardon de le dire, mais ce traumatisme important de
de cette agression russe en Ukraine fait que les gens ont pris conscience de la fragilité finalement des sociétés. Et du coup, je reviens sur cette idée qu'il faut bien qu'on montre que ce partenariat entre la DGA et le SGPI, c'est un partenariat qui est une des briques sociétales de ce nouveau monde dans lequel on est. Il n'est pas fait parce qu'il y a un bon, un mauvais, il est fait parce que la vie est juste comme ça. Et qu'il faut arriver à faire de la pédagogie par rapport à ça, la pédagogie au niveau des écoles, la pédagogie pour revaloriser les fonctions de défense, ça me semble très important, parce que pendant trop longtemps, on a pensé, on a rêvé, et on le souhaiterait tous, être dans un monde beaucoup plus apaisé, mais que cette transformation de la société fossile, de la société que j'appelle chenille fossile même, en papillon électrique, elle est douloureuse et elle va créer des conflits. Donc pour ça, l'innovation doit se mettre au service d'apaiser, de rassurer et de convaincre qu'on travaille tous, défense et civile, pour une meilleure qualité de la vie de demain. Et ça, il faut arriver à faire passer le message. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Bruno Bonnell. Merci beaucoup Emmanuel Kiva. Merci. Nous avons accordé 30 minutes de votre temps ici dans cet espace de plénière du Forum Innovation Défense. Les conférences, les rencontres continuent dans cet espace de plénière, dans les autres salles de conférences. Vous avez le programme sur le site web, sur vos badges et également sur les différents totems d'information interactifs au fil du salon. Merci à toutes et à tous.